Bonjour, bienvenue chez moi. Docteur, je m'en bats les couilles. Parce que je suis docteur et je m'en bats les couilles. Aujourd'hui, on va se faire une petite consulte résultats des élections européennes. Il se trouve que ce qui me motive à faire cette vidéo, c'est que le soir des résultats, j'avais présent chez moi quelques membres de ma famille. Et il y a trois réactions qu'ils ont eues auxquelles je souhaite réagir. La première d'entre elles, c'est de dire yes, le Rassemblement national a gagné les élections, c'est super, Macron s'en est pris plein la gueule, ça va le remettre à sa place. Et c'est super pour la France. Alors cette réaction est discutable à double titre. Premièrement, la victoire du Rassemblement national aux élections européennes est toute relative et on peut s'interroger sur les conséquences positives qu'elle puisse avoir sur les décisions qui sont prises au niveau européen. Et deuxièmement, est-ce que c'est une bonne chose pour la France? Ça se discute. Deuxième réaction, c'est que l'un de mes amis a pouffé en voyant le résultat des petits partis comme l'UPR, le Parti animaliste, Alliance rurale de Jean Lassalle, qui faisait entre 1 et 2%. Il faut bien voir que, certes, on peut rigoler d'un score si faible, mais n'oublions jamais que 1% des suffrages exprimés, ça représente environ 250 000 personnes, puisqu'on évalue à peu près à 25 millions d'électeurs ayant exprimé leur suffrage sur les 50 millions inscrits sur les listes électorales, ce qui correspond à un taux d'abstention d'environ 48%. Donc non, faire 1% aux élections européennes, ça n'est pas rien. Et troisièmement, parce que suite à ces résultats, notre cher leader charismatique Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. On nous explique en permanence que les élections européennes sont d'ordre extérieur à la France, c'est-à-dire que concerne la politique européenne, qui n'a rien à voir avec la politique française. Or, pour la première fois dans l'histoire, suite au résultat d'une élection européenne, une conséquence extrêmement importante en est tirée pour notre pays, qu'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Alors, je tiens juste à préciser que cette vidéo ne va pas durer 1 minute 30. Je considère qu'on ne peut pas exprimer un point de vue de manière correcte en 1 minute 30. Si vous aimez les gens qui aiment exprimer leur point de vue en 1 minute 30 ou en quelques mots, je vous encourage vivement à aller sur TikTok ou sur Twitter ou sur les chaînes d'information continue. On est ici pour essayer d'approfondir un petit peu les choses. Moi, j'ai mis 3 jours à préparer cette vidéo en essayant d'un peu de me renseigner sur les chiffres. Enfin, je citerai mes sources au fur et à mesure pour essayer de dire le moins de conneries possible. Si vous trouvez que mes vidéos sont trop longues, alors passez votre chemin. Alors certes, je n'ai que 22 abonnés, que je remercie infiniment, qui sont des gens qui aiment approfondir les choses et aller au bout des sujets. Et je préfère 22 abonnés qui vont être attentifs et pouvoir diffuser dans leur entourage une information fiable et vérifiée, plutôt que d'avoir des millions de followers qui ont la capacité de concentration d'une huître et qui vont répondre autour d'eux de la merde. Cela étant dit, commençons. Premièrement, commençons par les chiffres des résultats de ces élections européennes que je suis allé chercher sur le site de l'UE directement. Donc, les élections européennes consistent à élire 720 députés à travers 27 États membres. Donc il y a 720 sièges à pourvoir au Parlement européen. Parmi ces 720 sièges, la France dispose de 81 sièges auxquels il nous revient d'élire nos représentants. Donc 81 sièges sur 720. Le bilan final de ces élections européennes, donc il faut savoir que le Parlement européen, il y a 9 groupes qu'il constitue allant de la gauche vers la droite. Alors, pour que ce soit plus clair, j'ai essayé de vous résumer les résultats définitifs dans un petit tableau que je me suis bien galéré à faire, parce que je peux vous avouer que j'ai trouvé ces informations-là nulle part, en tout cas formulées comme telles.
Petit tableau, on reprend. 720 sièges au Parlement européen, 81 disponibles pour la France. Le groupe qui arrive en tête au niveau européen, c'est donc le PPE, qui représente la droite européenne, avec 186 sièges, au sein duquel siégeront 6 membres de LR. Le groupe qui arrive en seconde position, c'est la gauche européenne, le Parti social-démocrate, qui obtient 135 sièges, au sein duquel siégeront donc 13 membres du Parti socialiste. Le groupe qui arrive en troisième position, ce sont les centristes, le parti Renew Europe, avec 79 sièges, au sein duquel siégeront 31 membres de la République en marche. Viennent ensuite 73 sièges pour le groupe ECR, qui font partie de l'extrême droite européenne, au sein duquel siégeront 5 membres du parti de Marion Maréchal Le Pen et de Éric Zemmour. Puis viennent le groupe Identité Démocratie, qui obtiennent 58 sièges, au sein duquel siégeront 30 membres du Rassemblement national. Ensuite, les Verts, qui obtiennent 53 sièges, dont 5 pour les Verts élus en France. Puis le groupe The Left, qui sont la gauche européenne, enfin l'extrême gauche européenne, qui obtiennent 36 sièges, au sein duquel siégeront 6 membres de LFI. A noter qu'il y a 55 nouveaux membres, c'est-à-dire des nouveaux élus au poste de député européen, qui n'appartiennent pas encore à des groupes, et 45 députés européens non inscrits, c'est-à-dire dont on sait qu'ils n'appartiennent pas, qui ne sont pas inscrits au sein de groupes préexistants. Pour ce qui concerne la France, 88% des suffrages exprimés ont élu les membres des différents partis au siège disponible, mais ce qui fait quand même qu'il y a 12% des suffrages exprimés pour des groupes ayant obtenu un score de moins de 5% et qui donc ne disposent pas de siège. Parmi ces 12%, je les ai classés en 3 catégories. Certains groupes en tiennent environ 2%. Il s'agit de la Gauche Unie, l'Alliance Rurale de Jean Lassalle et le Parti Animaliste, qui obtiennent entre 2 et 2,5%. Des partis qui obtiennent environ 1%, c'est le cas de l'UPR des Patriotes. Le NPA de Philippe Poutou obtient 0,15%, et puis on a environ 3,5% des suffrages exprimés qui sont disséminés parmi de multiples groupes qui obtiennent vraiment des pourcentages dérisoires entre 0 et 0,05%, auquel appartient d'ailleurs le groupe de Pierre Larouturou, que je soutenais à titre personnel, et qui obtient, je crois, de l'ordre de 0,5% des voix, mais en sachant que peu avant l'élection, Pierre Larouturou a donné des consignes de vote pour voter pour d'autres partis. Pour conclure avec ces chiffres, on peut noter qu'il y a eu environ 25 millions de suffrages exprimés sur les 50 millions de Français inscrits sur les listes électorales, ce qui donne un taux d'abstention d'environ 48,5%, un taux qui est historiquement bas, indiquant que les Français se sont particulièrement plus mobilisés pour cette élection que les précédentes. Mais somme toute, ça fait un peu plus de la moitié des gens qui se sont exprimés dans les urnes. On peut noter également qu'il y a eu 350 000 votes blancs, et puis je reprends donc environ 1,36% des suffrages, et que le taux de 1% correspond à 250 000 électeurs. On peut porter également un regard un peu différent sur les résultats de ces élections européennes, en exprimant les chiffres non plus en pourcentage mais en valeur absolue. Le Rassemblement national arrive effectivement en tête avec 30% des suffrages exprimés, ce qui correspond à 7,8 millions d'électeurs. Arrive en second, quasi à égalité, La République En Marche et le Parti Socialiste avec environ 14% des suffrages exprimés, ce qui correspond à 3,6 millions d'électeurs pour chacun d'entre eux. Arrive en quatrième LFI, qui
qui obtient 9,9% des suffrages exprimés, ce qui correspond à 2,3 millions d'électeurs. Et puis enfin, on a, pareil, quasi à égalité, le parti de Marion Maréchal Le Pen et les Verts qui arrivent à 5,5%, ce qui correspond à environ 1,3 million des suffrages exprimés. Voilà pour les chiffres, j'ai essayé d'être le plus concis et le moins chiant possible. C'est toujours un peu rébarbatif d'aligner des suites de chiffres comme ça, mais à mon sens, il n'est pas possible de raisonner sans les connaître. Mais maintenant, on va pouvoir passer à l'analyse. Alors, l'analyse de ces résultats. Je vais essayer ici de m'extraire, de m'épargner tout commentaire politique ou idée politique. Je vais d'essayer vraiment de me limiter aux conséquences directes qu'ont ces chiffres sur notre vie quotidienne. Premier point, avec 81 sièges disponibles pour la France sur 720, il faut bien voir que notre pouvoir au sein du Parlement européen est extrêmement limité. Je prends cet exemple un peu par l'absurde, mais imaginons que même si l'on avait tous voté à 100% pour le même parti, n'importe lequel, hein, LR, PS, l'extrême gauche, l'extrême droite, ce que vous voulez, ces gens-là ne représenteraient que 81 sièges sur 700. Donc, aller faire croire aux Français qu'en votant pour eux aux élections européennes, cela leur conférera un pouvoir leur permettant d'influer de manière significative sur les décisions prises au niveau européen, c'est du mensonge. Je le disais à mes proches avant les élections, moi limite j'aurais voté pour quelqu'un qui m'aurait dit bon écoutez, votez pour moi, je vais aller vous représenter au Parlement, je vais faire ce que je peux pour essayer de vous défendre, mais sachez que je ne suis que 1 sur 700 et qu'il va falloir que je crée des alliances et que je me mette d'accord avec d'autres pour pouvoir essayer de faire valoir les idées pour lesquelles vous m'avez élu, mais c'est pas gagné. Je vais faire ce que je peux, mais c'est pas gagné. Il faut savoir que quand on parle de groupes parlementaires, en fait, il s'agit de groupes de travail, c'est-à-dire des gens qui se réunissent ensemble par groupe, qui essayent de définir une politique, c'est-à-dire des consignes de vote communes par groupe, afin de voter ou non les lois qui sont proposées au Parlement européen. Donc, typiquement, un peu, si on reprend c'est le résultat de ces élections, quand on voit qu'on a, nous, envoyé 6 mecs au sein du groupe dominant, c'est-à-dire les 186 membres du PPE, c'est-à-dire la droite européenne, l'influence de 6 députés au sein de 186 sera dérisoire. On peut dire ça pour l'ensemble des groupes, hein, mais je veux dire pareil, c'est comme les socialistes, on envoie 13 mecs au sein de 135 mecs, et puis alors quand on dit que le Rassemblement National a gagné les élections, ça fait bien marrer, parce que du coup le RN représente 30 sièges sur les 58 au sein de leur groupe, donc 30 sièges sur 720, ça me fait bien marrer quand M. Bardella nous explique que c'est une bonne chose d'avoir voté pour lui et qu'il va pouvoir changer les choses au niveau européen. De plus, les groupes Identité démocratique et ECR sont considérés comme des extrémistes d'extrême droite et sont régulièrement un peu mis au banc, mis de côté lors des discussions entre groupes puisque considérés comme extrémistes. Et enfin, on peut noter que pour avoir de l'influence au sein du Parlement européen, il faut y être présent. Pour étudier en particulier le cas de M. Bardella, il se revendique d'un taux de présence de 94% en séance plénière, ce qui est vrai, mais ce qui est en deçà du taux de présence des autres, du taux de présence moyen des autres députés européens en séance plénière, qui est de 96%. On peut souligner le fait d'ailleurs que la présence en séance plénière conditionne le salaire perçu en tant que député européen, c'est-à-dire que si on est trop absent, on vous diminue votre paye, ce qui explique peut-être que M. Bardella soit présent à 94%, même si les autres sont présents à 96%. Deuxièmement, on peut noter que, certes, cette présence en séance plénière de 94% est correcte, mais ne représente qu'environ une cinquantaine d'heures sur le travail annuel d'un député. Évidemment, le travail essentiel d'un député
c'est de faire des rapports, d'émettre des avis, de participer aux discussions de groupe, c'est qui est la majorité du travail. Et à ce titre, alors ça c'est difficile d'avoir des chiffres fiables, mais euh, j'ai pu obtenir certaines évaluations de la participation de Jordan Bardella au Parlement européen, qui obtiendrait une note d'environ 11 sur 20, ce qui est l'une des plus mauvaises notes obtenues, et c'est que le classe parmi les plus mauvais élèves du Parlement européen. Il n'est à l'origine d'aucun rapport, alors que la moyenne des députés européens, pour les députés européens, de 2 rapports par personne. Il a émis 0 avis, alors que là aussi la moyenne pour les députés européens est d'environ 2 avis. Et il a fait une proposition, c'est-à-dire 15 de moins que la moyenne pour les autres députés européens. Donc, pour revenir à l'introduction de cette vidéo qui vise à commenter les commentaires de ma propre famille sur l'état des élections européennes, c'est super, le RN a gagné, Macron en a pris plein la gueule, et ça va être super pour la France. Et bah non, non et non. Le RN a gagné, il a 30 places sur 720 au sein d'un groupe de 58. Donc, même si on l'associe avec le résultat de Marion Maréchal Le Pen qui est de 5, ils seront donc 35 parmi 131 membres d'extrême droite qui sont ostracisés au niveau de l'Europe et qui vont être plutôt mis au banc des discussions. Macron en a pris plein la gueule, bah non, puisque Macron, en tout cas la République en marche obtient 13 postes sur les 79 postes que représentent les centristes européens, Renew Europe. Donc finalement, eux, à 13 sur 79, ils auront probablement plus d'influence sur le groupe que les 35 mecs parmi les 131, qui restent de toute façon minoritaires face au PPE avec leurs 186 sièges et face à l'extrême gauche avec leurs 135 sièges. Et c'est super pour la France, ben non, puisque du coup on se fait un peu moquer au sein de l'Europe, puisque déjà en ayant mis en tête de nos votes des membres d'extrême droite, la France s'exclut un peu des principaux groupes représentatifs au sein du Parlement européen, et en plus on passe pour des gros fachos. Deuxième point, pour commenter le fait que l'un des membres de ma famille pouffe devant le score de groupe qui réalise entre 1 et 2%, mais il faut savoir que quand on associe tous ces groupes entre eux, on arrive à 12% des suffrages exprimés. C'est-à-dire 12% des suffrages exprimés qui sont en faveur de candidats obtenant moins de listes, obtenant moins de 5% des voix, et donc qui ne sont pas pris en compte, puisqu'il faut il faut atteindre au moins le seuil de 5% des voix pour obtenir au moins 5 sièges, puisque c'est la base minimale. À partir du moment où vous faites 5%, vous avez 5 sièges. Et bien, 12% des suffrages exprimés qui n'obtiennent pas de siège, ça classe ce groupe, hein, si on les amalgame entre eux, en 4e position, puisqu'on le rappelle, il y a le Rassemblement national qui fait 30%, 14 et 14 pour le PS et la République en marche, et donc en 3e, les 12% de ces petites listes quand on les amalgame. Arrive ensuite LFI et puis les Verts. Et ensuite, pour avoir analysé les programmes de chacun d'entre eux, il faut savoir que parmi ces 12%, beaucoup de ces petits groupes ont énormément d'appointance, en priorité avec les Verts, qui atteignent 5%, donc on arrive à 17%. Parmi les gens qui votent pour la France Insoumise, on a aussi beaucoup d'appointance, pour le coup, là, au niveau, c'est-à-dire politique idéologique, avec ces petits groupes. Donc, pareil, c'est un peu l'histoire d'unir les gauches, mais si on se disait qu'on pouvait unir tous les gens qui sont contre la droite, l'extrême droite, bon, on pourrait mettre un peu au milieu la République en marche, bien qu'on sait que dans notre pays le centre représenté par la République en marche est plutôt un centre droit. Mais bon, peu importe, mettons-le au milieu. Sans parler de ça, si on amalgamait les 12% de gens qui ont voté pour des petits groupes, donc du coup non représentés, avec des mouvances
similaires, les Verts, un peu LFI, on arriverait quasiment à un taux de 25%, hein, puisque 12 et 5, 17 et 10, 27, enfin, on est de l'ordre des 25%. Ce qui l'écraserait en deuxième, en fait. Donc, c'est-à-dire, il faut bien voir cette espèce de subdivision de l'électorat, où finalement, ça se divise en plein de petits groupes, mais l'ensemble des gens qui ne sont pas d'accord avec la politique européenne promue par globalement la droite et puis la- la- les centristes tels que la République en marche, ce serait finalement la deuxième force politique euh, qui du coup se dilue dans plein de petits groupes, mais qui représente quand même 25% des, des, des votes. Et on peut même aller encore plus loin. Si l'on inclut dans ce vote contestataire les gens qui votent socialistes, qui par définition sont des gens qui ne votent pas à droite, et une partie de l'électorat de l'extrême droite qui soutiennent ce mouvement plus par opposition euh, au libéralisme et au projet politique de droite que par un véritable soutien aux idées du Front National et des partis assimilés, on peut considérer que les, les opposants au libéralisme tel qu'il est actuellement euh, promu en Europe euh, sont la force majoritaire dans notre pays. Et de loin, c'est limpide. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 6% des mecs qui votent pour LR, additionnés, 6-7%, additionnés aux 13-14% qui votent pour la République en marche, on est autour des 20%. Face à eux, si l'on a les 9% de LFI, les 14% des socialistes, auxquels on peut associer les Verts, ainsi que les 12% des gens qui votent pour les petits partis, et pourquoi pas une partie même des électeurs de l'extrême droite, ces élections européennes démontrent que les Français sont majoritairement contre le modèle européen euh, et la politique libérale, voire néolibérale, qui y est conduite. Et ce, sans même considérer les 48,5% d'abstentionnistes. C'est le fameux adage diviser pour mieux régner. Pour ceux qui ne connaissent pas bien l'histoire et pour les plus jeunes, c'est une technique qui avait été développée par François Mitterrand, moi qui est le premier président que j'ai connu à ma naissance, parce que je suis né en 79 et lui a été élu en 81. Voyant la droite et le RPR de Jacques Chirac monter et venir un peu le concurrencer euh, en termes dans les sondages, François Mitterrand avait utilisé son pouvoir pour encourager l'accès aux médias à Jean-Marie Le Pen, euh, en faisant un calcul très simple. Jean-Marie Le Pen et cet thème d'extrême droite venaient siphonner, concurrencer une partie de l'électorat du RPR, voilà. Et du coup, en laissant monter le Front National à environ 10%, François Mitterrand a fait un calcul électoraliste très simple, qui est qu'en siphonnant 10% des voix du RPR, il se retrouvait en position d'être élu à la majorité. Tout en étant de gauche, il avait, à mon sens, ainsi ouvert la boîte de Pandore, en laissant diffuser, grâce à l'accès aux médias, cette idéologie d'extrême droite dont on paye encore les conséquences aujourd'hui et qui est en passe, malheureusement, de devenir majoritaire dans notre pays, ce que je vois avec une grande inquiétude. Donc, conclusion du deuxième point, non, on ne peut pas rire d'un parti qui fait 1% des voix. 1% c'est 250 000 électeurs, 2% c'est 500 000 électeurs. Euh, c'est pas des chiffres qui sont négligeables. Je disais même à ma famille le jour des résultats que moi ça me rassurait de voir dans mon pays, malgré toute l'influence médiatique qui est mise au sein des grands groupes politiques, il y a tout de même certains de mes concitoyens qui arrivent à
ne pas suivre la pensée mainstream et à soutenir des petits partis. Et moi j'ai vu là quelque chose de très positif. Même si, au final, ça n'a pas de conséquences sur les sièges obtenus au sein du Parlement européen. Deuxième petit commentaire à ce sujet, il est de notre propre décision que d'avoir établi un seuil à 5%. Parce que dans d'autres pays, il n'y a pas de seuil de 5%. C'est-à-dire que, pareil, je me suis livré un petit calcul, en France, on a 81 sièges disponibles. Donc ce qui correspond, en fait, on pourrait considérer que, donc, par une simple règle de 3, 81 places, et ben pour obtenir une place, il faut 1,25% des voix. On pourrait tout à fait définir collectivement qu'à partir du moment où un parti obtient, donc c'est le chiffre exact, c'est 1,235% des voix. À partir du moment où vous obtenez en gros 1,3% des voix, vous avez une place au Parlement. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on a fixé ce seuil à 5% pour obtenir une place au Parlement européen. En diminuant ce seuil, ça permettrait d'envoyer au Parlement européen des représentants des petits partis politiques qui ont le soutien d'une partie de la population. Ceci est l'occasion de rappeler ici, ou de formuler ici un petit conseil que je donne dans mon entourage lorsque il s'agit d'aller voter à une élection. Premièrement, demandez-vous pourquoi voter, c'est-à-dire quel rôle, quel pouvoir allez-vous donner aux gens pour qui vous votez. Deuxièmement, demandez-vous toujours pour qui vous votez. Au-delà des guerres de clochers ou des partis droite-gauche, demandez-vous qui est la personne pour laquelle vous votez, quelles sont les valeurs qu'ils défendent, et attachez-vous à voter pour des gens qui défendent vos valeurs au-delà des considérations partisanes. Et troisièmement, intéressez-vous également au mode de scrutin de chaque élection, parce qu'évidemment, en fonction du mode de scrutin de l'élection, la technique de vote ne va pas être la même. Là aussi, je reprends l'exemple. Le membre de famille en question critiquait le fait qu'on puisse voter pour des petits partis qui étaient crédités dans les sondages de moins de 5% de vote, considérant qu'à partir du moment où ils font moins de 5%, ils n'auraient pas de siège au Parlement. Attention, cette stratégie est certainement valable pour une élection telle que l'élection présidentielle. On revient sur la technique de François Mitterrand. Si votre candidat ne peut pas accéder au second tour, vous laissez la place à un autre d'y accéder. Et à partir du moment où vous allez à une élection comme les présidentielles qui sont un suffrage universel à 2 tours, évidemment, quel que soit le score de votre candidat, s'il ne finit pas au second tour, il ne participera pas à la compétition finale, il ne pourra pas être élu. Donc on peut considérer que oui, il n'a pas d'intérêt de voter pour des candidats qui n'ont aucune chance de finir au second tour, lors d'une élection présidentielle. Pour ce qui est des européennes, c'est différent. À partir du moment où vous votez pour des gens qui peuvent potentiellement obtenir jusqu'à 5% des voix, il faut voter pour eux. Donc, et il s'agit d'un suffrage universel à un seul tour et à la proportionnelle. C'est-à-dire qu'ensuite, on va répartir le place proportionnellement au nombre de voix obtenues. Donc, la technique de vote dans une élection à 2 tours n'est pas la même que celle dans un vote à 1 tour. Et en rappelant que, encore une fois, au-delà des considérations partisanes, il est très important dans ce type d'élection de voter pour des gens qui défendent vos convictions avant tout. Deuxièmement, pour qui vous votez ? Je rappelais les chiffres de présence de Jordan Bardella, mais on pourrait parler d'autres gens. Lorsque vous votez pour des gens qui ne sont pas présents physiquement au travail, et qui ne vont pas travailler ou influer, pensez-vous que ce soit intéressant de voter pour des gens qui n'iront pas physiquement défendre le point de vue pour lequel vous les avez élus ? Ça n'a aucun intérêt. Jordan Bardella s'intéresse principalement à la politique intérieure. Allez mettre ce mec au sein du Conseil européen, dont il a été établi que le Rassemblement national utilisait pour partie les thunes perçues par l'Europe pour financer leur propre parti au niveau national. Enfin, vraiment, si vous voulez
vous faire représenter au niveau européen par quelqu'un, assurez-vous que cette personne soit présente physiquement dans les réunions, les discussions et s'investisse dans cette, ces discussions et cette vie démocratique. Le droit de vote est un droit fondamental obtenu chèrement euh, qui a permis au peuple de s'extraire du royalisme et de pouvoir mettre en place les dirigeants qu'il souhaite mettre en place. Encore faut-il que le peuple prenne à bras le corps ce droit de vote et sache pourquoi on vote, pour qui on vote et quelles sont les modalités du scrutin qui aboutissent à la sélection de nos représentants. Moi j'appelle ça la démocratie libre et éclairée. La démocratie n'a de sens, le demos kratos, c'est-à-dire le pouvoir au peuple, n'a de sens que si le peuple a conscience de ce pouvoir et s'y intéresse un minimum pour mettre en place les dirigeants politiques qu'il souhaite voir le représenter. Et ce, indépendamment de toute influence médiatico-politique. Et enfin, et pour conclure, ces élections européennes aboutissent à la dissolution de l'Assemblée nationale décidée par notre cher président et leader charismatique Emmanuel Macron. Bien que on puisse toujours voir d'un bon oeil qu'on puisse donner la parole au peuple, je crains que dans les circonstances actuelles, avec un Rassemblement national qui fait 30% aux élections européennes, un Emmanuel Macron décrié et avec un taux d'adhésion extrêmement faible, et une gauche là aussi très affaiblie, je crains que cette décision ne laisse la voie libre à une majorité parlementaire issue du Rassemblement national. Encore une fois, sans parler des valeurs politiques ou idéologiques, je parle vraiment purement du calcul bête et méchant. Moi, juste après les élections européennes, j'ai immédiatement dit ça à mes proches. Je ne comprends pas cette décision du président qui met en danger son pays. Alors, s'agit-il d'amateurisme ou de forfaiture? La question se posera toujours avec Emmanuel Macron. Mais en tout cas, peut-être y voit-il l'opportunité de renforcer sa majorité, sachant qu'il n'avait qu'une majorité relative suite aux dernières élections législatives. Très bien, on peut l'entendre. Bon courage avec le taux d'adhésion à son parti actuel. Moi, j'ai vu plus un calcul politique qui consistait à dire mettons-les au pouvoir, comme ça nous laisse 2 ans pour montrer que le Rassemblement national n'est pas prêt à assumer des fonctions n'est pas prêt à assumer la responsabilité et n'est pas apte à gérer notre pays. Les élections législatives qui arrivent dans 3 semaines vont être un point névralgique de l'histoire de France. Ça fera l'objet d'une vidéo que je ferai en suivant pour ne pas trop surcharger celle-ci. Si François Mitterrand avait à son époque ouvert la boîte de Pandore, je crains fortement que par cette décision, Emmanuel Macron ne soit à l'origine de la diffusion de son contenu sur l'ensemble de notre nation. Merci infiniment de votre attention.